regard s'abattit sur la foule qui pleurait de déception. Lorsque tout redevint calme, Maryam avait disparu. Et par ta volonté, le miracle fut. Et par ta grâce, la vengeance n'eut pas lieu. Et par tes pouvoirs, ma fille, chair de ma chair, caillot de mon sang, poussière de mon être, oxygène de mon souffle, fut épargnée, murmura Silhoussine en essuyant ses larmes qui coulaient à flot sur son visage. Nous avons entendu ta prière, nous avons entendu sa prière, nous avons exaucé son vœu. Va, ya Silhoussine, va, ton visage sera marqué par la douleur. Nous t'avons choisi pour reproduire l'acte de l'expulsion d'Ève du paradis. Tous les 50 ans, tu reviendras pour accomplir cet acte, sauveur de l'humanité. Va, homme errant, va. Silhoussine, tu étais, Sisyphe des temps modernes, tu seras. Qui palabrait? D'où venaient ces voix qui parlaient comme un seul homme? Silhoussine ne le saura point. Lorsque le père se réveilla, Abil Qiyama ordonna à l'être sans âge, sans visage, aussi petit qu'un bébé pygmée, de lui tendre la coupe d'eau puisée dans la fontaine céleste El-Nessiel. Silhoussine ne se souviendra jamais des paroles de ces voix qui parlèrent comme un seul homme. Toute sa vie, il aura la mémoire courte, mais les dieux n'oublient rien. Ils reviennent et agissent. Tous les 50 ans, Silhoussine reviendra pour accomplir l'acte qui sauvera l'humanité. À chaque fois, il expulsera sa fille de la maison paternelle. Et toutes les fois, il hésitera, il pleurera, il regrettera. Après chaque expulsion, il entendra des hommes parler d'une seule voix. Et tel Sisyphe, Silhoussine sera condamné à faire et à refaire le même geste. Telle sera sa condition d'homme sur terre. En cette nuit du sacrifice, programmée par les humains avec la complicité du ciel vengeur, Maryam n'a point été sacrifiée. Son sang n'a point coulé. Il n'a pas giclé sur les murs de ce village aux issues improbables. Le sang de Maryam n'a point lavé les péchés de cette horde d'hommes et de femmes qui retournaient chez eux déçus, le cœur lourd de remords et de sentiments culpabilisateurs. Isabar n'a pas eu lieu en cette nuit du destin heureux pour Maryam et pour Silhoussine, en présence de Abil Qiyama et de l'être sans âge, sans visage, aussi petit qu'un bébé pygmée. Il tombe des hallebardes, il fait froid, il fait nuit, la place est vide. Moshu, l'ancien tolard, converti en crieur public, pleure à chaudes larmes. Momo, Fafa et Yuva ont bu toute l'eau de la fontaine céleste Nessiel. À présent, ils dorment d'un sommeil profond. À leur réveil, ils auront tout oublié. Tout. Les hommes, les femmes et les enfants sont rentrés chez eux, là, tristes, résignés. Ils ruminent leur échec. Ils ressassent leur désir de vengeance. Ils promettent de faire mieux la prochaine fois. Silhoussine
est assis sur le seuil de sa maison. Il parle. Il débite un long chapelet de mots. Malade, fou, déchiqueté. Abil Qiyama et l'être sans âge, son visage, aussi petit qu'un bébé pygmée, ont disparu dans la brume de la nuit, sans amarre. La pluie s'est arrêtée de tomber. Un soleil éclatant brille de mille feux dans le ciel de la nuit sans amarre. Marianne s'est réfugiée chez la tante de sa mère. Elle rêve d'une vie sans haine et sans entrave pour son enfant. Amé. Au loin, un cri. Il déchire le silence de la nuit yanine. Vagissement. Sans amarre. Alors, d'abord, vraiment, merci pour votre patience, pour votre attention. Et je vais commencer par dire pourquoi j'ai fait le choix des lectures. Pour deux choses. J'aurais pu venir avec une conférence, sujet politique, culturel, présenter un livre, etc. Et je suis les activités du café littéraire et de presse. Et je me suis dit quand même, il y a beaucoup de conférences autour du débat d'idées. Et je me suis dit quand même, voilà, il est très important de développer la littérature, de développer la culture chez nous. Et du coup, je me suis dit, je vais venir avec quelque chose de différent. Et donc, voilà, j'ai dit, je vais un petit peu parler de littérature, mais parler de la littérature, enfin donner à entendre en tous les cas la littérature. Donc faire des lectures. Et c'est pas innocent, c'est pas juste comme ça l'idée de faire des lectures, mais c'est vraiment l'idée, c'était de renouer avec la tradition de l'oralité dans la culture berbère. Tout le monde sait que la littérature, notamment les contes, dans la tradition berbère, dans d'autres traditions également, mais là on parle de la tradition berbère, la transmission des contes, des chants, etc., cette transmission s'est faite de bouche à oreille et elle s'est faite oralement en fait. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à... Là, on est vraiment dans l'écrit, et on a tendance un petit peu à oublier cette oralité. Et je me suis dit que c'était intéressant de donner à entendre, de renouer un petit peu avec faire des lectures. C'est, comment on appelle ça? C'est c'est l'oralité, hein, c'est dire le texte oralement. Et puis, je pense que c'est un exercice en fait. C'est pour ça que au début je vous ai dit, c'est un exercice qui demande beaucoup de patience et qui demande beaucoup d'attention. Et c'est vrai qu'on est dans une ère où on fait tout, voilà, c'est l'instantané, c'est l'urgence, on fait tout rapidement, etc. Et la lecture peut aussi donner le goût de la lecture. Non, la lecture orale, en tous les cas, peut donner le goût d'aller vers les livres et de lire, parce que c'est aussi intéressant de lire. Et moi, je pense que
on s'est éloigné de l'oralité. Et je pense que c'est très très important d'y revenir. Et puis c'est très agréable d'entendre quelqu'un lire avec un peu de musique. Et en fait, on avait fait une mise en scène avec Armand Vial, qui pour des raisons personnelles, Armand Vial est malade, il est souffrant, et donc il n'a pas pu venir. Et on avait fait toute une mise en scène, parce que c'est un petit peu de théâtre aussi. Hein. Et enfin voilà, donc c'était ça. C'est pour ça que j'ai fait le choix de la lecture, et la lecture agrémentée de musique. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et je ne sais pas si... en tous les cas, moi, je remercie... je découvre, quelque chose, hein. Oui, je découvre, oui, justement. C'est ce que j'allais faire. Je découvre vraiment Rachid, et il va nous dire un petit mot. Enfin, un petit mot, un grand mot, c'est comme ça. Un grand mot aussi, hein. Pas de souci, je vous le dis. Moi, je découvre Madame Nadia. Moi, je découvre Nadia, c'est génial, parce qu'on m'a contacté avant, elle m'a envoyé les textes, j'étais imprégné de ces textes, j'étais impressionné l'histoire m'avait beaucoup plu, la lecture, c'est vrai que mettre des notes de musique sur des expressions, sur un sentiment, sur une histoire, c'est toujours pour moi un challenge, une aventure. Je découvrais, donc tout ce que je viens de faire en accompagnant, même si elle m'a donné les textes dans le désordre, c'était pas grave, mais je me suis retrouvé grand. Les textes ils sont dans le désordre. Donc, voilà, mais bon, j'étais emporté par ce qu'elle racontait, c'était plus joli et c'était plus. Moi, de toute façon, je la remercie de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir mettre des notes et de partager avec elle cette aventure qui est vraiment géniale. J'étais très attentif au texte et j'ai essayé de recréer un petit peu une ambiance qui arrivait, tout ce qui se passait à travers cette femme, ce qu'elle vivait au sein de cette tribu, de ce village, Moi, j'ai beaucoup adoré, donc je remercie Nadia de m'avoir fait participer à cette belle aventure. Et retrouvons le goût de la lecture, surtout. Moi, je voudrais quand même vous apporter un certain nombre de précisions. Alors, ces deux textes... Alors, moi, pour l'instant, j'ai publié que 2 livres. Là c'est en voix. J'ai beaucoup écrit. Je suis en train de tout retravailler. Voilà. La publication de romans est en voie, mais j'ai écrit beaucoup de nouvelles, de petites histoires, ce qu'on appelle en arabe el hikayet, en fait, parce que la nouvelle c'est français, enfin short story, et c'est vrai que ça obéit à des règles, etc. Et j'aime bien la notion de hikayet, parce qu'on est dans le conte, et moi j'aime beaucoup le conte. J'aime bien tout ce qui est mythique, etc. Et j'ai beaucoup de textes que j'ai publiés sur la cause littéraire. Vous pouvez aller sur Internet, tapez Nadia Axous, vous trouverez tout ce que j'écris, et notamment sur la cause littéraire, c'est là-bas que je publie mes histoires. Et alors, le premier qui s'intitule « Ce matin me dit », alors c'est un texte que j'ai écrit. J'ai été à Jérusalem, en Palestine, et je me suis pas mal baladée le matin dans le Quds, dans la ville de Quds, donc à Jérusalem, très tôt le matin, et j'ai pris des photos de portes, de très très belles portes, et comme par hasard, c'est la partie proche de, comment on appelle ça, de la mosquée Al-Aqsa. Et c'est de très très belles, des très belles portes, c'est des portes un peu déglinguées, très très vieilles, en bois, etc. etc. Et c'est vraiment des œuvres d'art, parce qu'on a dessiné dessus, etc. Et du coup, j'ai montré ces photos à un ami qui a une petite galerie et qui me dit « Mais Nadia, je t'organise une expo. » Donc mon expo va commencer le 6 janvier, et j'ai eu l'idée en fait d'écrire, de les publier dans un livre. Je n'ai pas encore fait de démarche. J'ai commencé à écrire, et du coup, ce texte-là, la clé, où as-tu laissé la clé
de la porte de la maison de mes commencements, je pense que ce sera le premier texte si ce livre de porte venait à exister. Et en fait, en lisant là tout à l'heure, c'est, je ne sais pas si vous avez compris, mais en tous les cas, c'est la question palestinienne. Alors qu'on ne me reproche pas pourquoi la question palestinienne, parce que moi, la question palestinienne me tient à cœur, et tous les peuples qui vivent des situations de dictature, etc., moi, je m'insurge contre. Voilà, donc les Palestiniens en font partie. Et en lisant tout à l'heure, je me suis rendu compte que ça s'appliquait aussi, même à nous. Enfin, nous, dans notre pays en ce moment vit une situation... moi, je suis algérienne, hein, je suis bougiote, je vis en France, d'accord, mais je suis algérienne, donc je suis concernée autant que vous tous et toutes par ce qui se passe dans mon pays, parce que c'est le pays de mes commencements. Le pays de mes commencements, c'est-à-dire le pays où je suis née. Voilà, je suis née, j'y ai vécu, et je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe ici. Et je me suis dit que c'était un texte qui pouvait s'appliquer à tous les peuples qui vivent une situation de dictature, etc., de dictature, et la nuit de Zabar. Alors, la nuit de Zabar. Alors, Zabar est un mot hébreu qui signifie le sacrifice par le sang. Alors, c'est une histoire, et en fait, c'est un roman. C'est un roman qui a été inspiré de photos d'un photographe, je ne donnerai pas le nom. Donc, j'ai imaginé une histoire, et ce photographe m'a raconté un petit bout de l'histoire d'une femme qui vit à d'Alger, dans un village à Alger. Et voilà, donc il m'a un peu raconté sa vie, mais vraiment. Et à partir de ça, à partir des photos, j'ai imaginé l'histoire d'une femme racontée par un homme, donc par le photographe. Et donc c'est l'histoire du sacrifice par le sang. On va sacrifier cette fille. Là, on ne la sacrifie pas, mais dans le roman, on la sacrifie. Et j'ai fait une recherche de mots, et je me dis, voilà, quel est le mot très fort qui peut exprimer en fait le sacrifice par le sang. Et j'ai trouvé ce mot zabar, donc qui est un mot hébreu. Et en fait, quand on recherche bien, ça vient du mot où le mot zabah, c'est zabah en fait. Zabah, zabar. Voilà. Donc c'est ça l'origine des deux textes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà. Et alors, le vent de temps. Alors, je ne sais plus qui m'a dit pourquoi le vent de temps. Alors, le temps, c'est un vent. C'est un vent qui souffle dans le sud-ouest de la France. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le vent de temps rend fou. Et moi, cette idée de folie engendrée par un vent m'a intéressée. Et quand je parle de folie, bien évidemment, je parle de la folie créatrice. Voilà. Et alors, juste pour vous donner une idée du vent de temps, il y a deux vents. Il y a l'automne blanc, qui est un automne associé au beau temps. Et alors, généralement, il est frais en hiver, il est chaud en été. Et puis, il y a l'automne noir, qui est un vent instable et qui annonce les pluies. Alors, l'idée du vent m'a intéressée. Il y a quatre éléments qui m'intéressent dans le vent. D'abord, le vent, c'est un souffle. Et on peut dire que la personne qui écrit ou qui crée la littérature, c'est le souffle de l'auteur. Donc c'est un souffle. Et c'est un souffle qui est invisible, on ne le voit pas. On ne le voit pas, il est insaisissable. Et puis le vent représente la force. Voilà, donc ces quatre éléments m'intéressent dans le vent. Et puis moi, j'aime bien le mot autant. Je trouve qu'il est très poétique. Et du coup, je l'ai mis, en tous les cas, en titre. Je ne sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Je vais peut-être juste finir, après ce sera le débat. Pourquoi la littérature? Alors pour moi, la littérature, elle a plusieurs fonctions. D'abord pour l'auteur, la littérature, c'est j'ai gribouillé un petit peu. La littérature, voilà, c'est le souffle de l'auteur, comme je l'avais dit.
c'est un moyen pour l'auteur de s'exprimer, ça lui permet de faire travailler son imagination en racontant une histoire. Et c'est vrai que raconter une histoire, c'est pas très facile, c'est pas très facile de raconter une histoire. Et puis, voilà, lire une histoire, je sais qu'on raffole des histoires, c'est toujours un plaisir, etc. Alors, me concernant, un texte littéraire, c'est le lieu où je réordonne le monde à ma façon. Je construis un monde à la lumière de ma conception de la vie. Je pense qu'on vit dans un environnement où on est obligé de faire des sacrifices, on est obligé il y a des moments, on ne peut pas dire les choses, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, alors que quand on écrit, c'est notre monde. On devient un petit peu Dieu, c'est pas un blasphème, hein, Dieu. Le Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'univers, c'est ce qu'on dit, en tous les cas pour les croyants, et on devient comme ça, voilà, on devient des créateurs. Voilà, donc la littérature pour les auteurs. Alors pour les lecteurs, moi je pense que la littérature, d'abord la littérature, elle divertit, elle produit du plaisir. C'est aussi une source d'enchantement, c'est une source d'émerveillement, c'est une source Elle nous surprend, la littérature nous surprend, elle nous étonne. Et moi je pense que lorsqu'on lit, d'où l'importance de lire, la littérature nous enrichit. Elle nous enrichit. Elle nous enrichit parce que d'abord, ça nous permet de rentrer dans l'univers de la personne qui écrit. Et puis, ça nous permet également de découvrir d'autres mondes, d'autres humanités, d'autres histoires, et bien évidemment, ça nous enrichit. Et puis la littérature également nous permet de réfléchir sur le monde, elle nous permet de nous forger notre identité personnelle, elle nous permet de nous découvrir et elle révèle des facettes cachées de nous. Et à titre d'exemple, j'ai lu un livre qui a été très révélateur pour moi. C'est le livre d'Edouard Saïd, Out of Place. Alors, Edouard Saïd est un intellectuel palestinien que je vous recommande vivement, bien sûr, il vivait aux États-Unis. Et c'est lui qui a écrit le premier sur l'orientalisme. Et son livre, c'est pas son livre, si, c'est son livre, c'est une autobiographie. Edouard Saïd est décédé d'un cancer du sang. Et avant de mourir, il a écrit un livre sur une partie de sa vie. Voilà, sur une partie de sa vie, son enfance. Il est palestinien de Jérusalem, il est chrétien, et il est né à Jérusalem. Ensuite ils ont été vivre au Liban, ensuite en Égypte, et après ils sont partis aux États-Unis. Et il est chrétien ou juif d'ailleurs? Il est athée. Non, d'origine. Non, c'est d'origine, c'est pour juste les Palestiniens. Non, il n'est pas juif. Il est chrétien. Il est chrétien. Et son livre, Out of Place, qui a été traduit en français, la traduction n'est pas bonne, à contre-voix. Alors il parle de lui, il parle de sa personnalité, de sa relation avec ses parents, de leur vie d'exil, de Palestiniens, etc. Moi, ce livre, il a révélé, il a contribué à faire en sorte que je comprenne qui je suis. Donc c'est bien, quand on lit, effectivement, ça nous ouvre des perspectives, ça nous aide à nous enrichir, etc. etc. Voilà, donc c'est pas une conférence sur la littérature, mais peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais faire une conférence sur la littérature. Là, c'est juste quelques bribes pour amorcer le débat. Voilà. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Bonjour madame, monsieur. Bienvenue. Merci pour la narration. Merci Rachid pour l'accompagnement. Je voulais juste savoir
vous poser une question et peut-être vous faire une proposition à propos des deux textes. Est-ce que vous les avez d'abord titrés, les deux textes? Oui, je donnais les titres. Le premier, surtout, je m'intéresse au premier. Le premier? Le premier texte. Oui, ce matin maudit. Ce matin, moi, je voulais juste vous proposer, parce que tout ce que vous avez dit à travers le texte était une dépossession. Je voulais justement vous proposer le titre de dépossession. Ah oui, mais c'est pas très Mais politique, dépossession. Mais seulement, la dépossession, c'est un titre, d'accord, mais il faut mieux le mettre à la fin, hein, parce que dès que vous dites dépossession et que vous commencez la narration, on a tout compris à travers le titre. En fait, la littérature, c'est pas un essai. La littérature, on écrit les choses de manière poétique, de manière... Donc, dépossession, on a tout dit. Alors que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de laisser, c'est d'amener justement comment on appelle ça, celui qui écoute, ou celle qui écoute, ou celui qui lit, ou celle qui lit, à découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on dit dépossession, on sait de quoi il s'agit. Alors que c'est petit à petit qu'on comprend qu'il s'agit de dépossession. Voilà. C'est-à-dire que vous avez très bien résumé le thème, la dépossession, effectivement. C'est plus que ça, c'est un vol. Voilà. On vient, on s'installe, et on se proclame maître des lieux, et on nous oblige à partir. Voilà. Donc c'est plus que la dépossession, mais l'idée de la dépossession, elle est là. Et c'est vrai que dans la littérature, voilà, c'est... en tous les cas, moi, c'est ma manière d'écrire. J'aime bien être dans... Voilà, j'aime bien être dans les symboles, j'aime bien être dans les métaphores, j'aime bien... mais vous avez très bien, vous avez raison, c'est la dépossession. Voilà. Oui, monsieur Guardila. Il me conseille d'aller mollo. Ah, c'est qui t'a conseillé d'aller mollo? Chérie. Ça veut dire que c'est une attaque là, hein? Parce que je le connais. C'est pas grave, je suis là, on est là. Moi, j'ai envie d'abord de vous parler de ce CD. Je sais que la majorité le connaissent, puisque vous venez d'écouter Rachid. Donc si vous voulez le connaître un peu plus, il a fait ce CD avec son épouse, elle est là. Très beau CD, des très beaux textes, et je ne sais pas s'il est disponible sur le marché. Il me semble que le premier tirage est épuisé, mais vous allez le sortir. Donc voilà, je vous recommande d'écouter ce CD, il est très agréable, bien fait. Je l'aime beaucoup ce CD, voilà. Je veux partager ça avec vous. Il coûte pas cher, 100 dinars, franchement, là, c'est même pas la caisse carotte. Vous dites qu'il grille, ça coûte cher les CD, il se trompe là, beaucoup, 100 dinars. Tu les ramasses pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, parce qu'on les ramasse pas. Alors, ce que j'ai envie de dire, j'ai écouté tes deux textes, je les connais un peu. Pour moi, le deuxième texte, c'est l'histoire de Marie. Hein. C'est l'histoire de Marie, vous l'avez réécrite. Mais c'est Marie, il n'y a pas de souci, c'est bon. Et l'autre aussi, c'est la Palestine, c'est la dépossession des Palestiniens de leur terre par l'État colonisateur israélien, je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma question, est-ce qu'il y a une universalité autre que celle qu'on nous raconte par la Bible et par la Palestine, universalité de laquelle d'ailleurs les Palestiniens ils sont exclus. Maintenant en Occident, on ne dit pas beaucoup que Jésus est palestinien. Mais Jésus est né à Notre-Dame de Paris, alors qu'il est palestinien. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une universalité autre à laquelle nous pouvons appartenir un peu plus? Parce que de celle-là, moi personnellement, je me sens exclu. Franchement, je me sens exclu, ça ne me parle pas tellement, je ne sais pas. Donc c'est ça ma question, est-ce que vous concevez autre chose, une autre universalité, ou en tant qu'Algérien, Kabyle, citoyen d'Aoukas, ça me remue un peu plus que ça, voilà, merci. Non, moi je ne suis pas habilitée à répondre. Je ne suis pas spécialisée dans ces questions.
Mais c'est, voilà, il faudrait y réfléchir, on va voir quel est l'intérêt. Monsieur Bahmila, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pose la question à tout le monde. Oui, oui, je sais. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner son avis, je ne sais pas. Bon. Sinon, on prend d'autres questions. Des bisous. Je vois comme un océan de poésie à travers votre message là. Je vois, c'est comme des pièces à conviction. Je vois la tribu, la femme, la malédiction, tout ce qui tombe sur la société. Est-ce que ça n'arrive pas avec notre société? Ce qui se passe chez nous? Voilà, c'est ma question. C'est ce que je disais, finalement, ça peut s'appliquer, voilà quoi. Ça peut s'appliquer même chez nous, surtout chez nous. La deuxième histoire se passe chez nous, elle ne se passe pas ailleurs. Hein. Enfin, elle se passe, oui. Bien évidemment, mais en même temps, la littérature nous donne à réfléchir aussi sur nous, sur nos mentalités, sur effectivement l'histoire là de Mariam, qui, alors je l'ai appelée Mariam parce que je voulais lui donner une dimension un petit peu biblique, etc., etc. C'est de la littérature. Mais effectivement, ça peut nous donner, ça peut se passer ici, en presse par exemple, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'histoire, ça peut se passer ici. Et du coup, ça nous permet de dire, tiens, voilà, on est intolérant, et tout le monde se cristallise autour de cette femme. Effectivement, ça peut s'appliquer à nous, ça peut s'appliquer à d'autres peuples également. On va dire que c'est universel. Moi, je vais essayer de répondre à ta question en tant qu'artiste. Je vais vraiment essayer. Tu as dit que est-ce qu'il y a une autre forme d'universalité? Déjà dans la religion, dans les religions monothéistes, que ce soit dans la Torah, enfin dans l'Ancien Testament, dans le christianisme, et surtout chez les musulmans, il n'y a qu'un seul problème qu'ils n'ont jamais résolu. Ils n'ont jamais réussi à résoudre, enfin pour ma part. C'est le problème de la femme. Nous avons un gros problème avec la femme que nous n'avons pas. Nous n'arrivons pas à regarder la femme comme telle. Et les seuls qui ont réussi dans l'histoire à regarder la femme comme il se doit, c'est bien les Berbères. Ce sont les Berbères. Et on pourrait dire aussi l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Quand on retrouve toutes celles qui ont commandé les peuples dans l'Égypte antique, comme Nefertiti, Isis, toutes les anciennes. Et chez nous, les Berbères, nous avons eu des reines, nous avons une reine quand même donc ils ont accepté qu'une femme les commande. Chose que dans nous aujourd'hui, Madame Nadia, elle a fait un très beau texte sur la lapidation. Ça nous fait rappeler un peu Marie-Madeleine quand on l'a lapidée. Et chez les musulmans aussi, on lapide encore les femmes aujourd'hui de nos jours. Mais réellement, spirituellement, les femmes, nous les lapidons chaque jour. Chez nous, ici, on lapide nos femmes chaque jour. Chaque jour, nos femmes sont lapidées. Pas physiquement, mais spirituellement, nous les lapidons chaque jour. Nous n'arrivons pas à régler ce problème de la femme chez nous. Parce que nous n'acceptons pas. C'est comme ce système que nous essayons de combattre. Nous avons du mal à combattre le système aujourd'hui qui nous commande parce qu'il nous ressemble tellement. Ce système que nous combattons, il est comme nous. Il a toutes les caractéristiques que nous avons nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Ce système est violent, on est violent aussi. Ce système a une pensée unique. Nous sommes uniques dans notre pensée. Nous n'arrivons pas à penser différemment. Déjà, le problème de la pensée, c'est déjà un problème chez nous. On n'arrive pas à admettre que les gens peuvent penser différemment. Si aujourd'hui je vous dis « Otsabenra Sapé », ça va choquer les gens. Les gens ne vont pas accepter que je ne pense pas comme eux. Alors que c'est une pensée, c'est rien qu'une pensée. Si je dis « je ne suis pas musulman »,
en tant qu'Algérien, je serai mal vu, les gens ne vont pas m'accepter. Si je dis que chaque matin, je dis à ma femme que je l'aime, ils vont se dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas l'accepter, parce que dans notre pensée, nous sommes forgés à penser unique. Nous avons une pensée unique. Nous avons un système unique. Nous sommes gouvernés par des gens qui ont une pensée unique. Et même les partis kabyles, ou même si nous avons des mouvements associatifs berbères, ou peu importe, ils pensent unique aussi. Nous n'avons pas fait la paix avec notre pensée. Et la femme qui représente la culture, qui représente tout ce qu'il y a de plus beau chez nous, nous avons du mal à accepter tout ce qui est beau chez la femme. Nous devons la commander. La preuve, il n'y a aucune femme aujourd'hui. Il y a combien de femmes? Il y a 1, 2, 3 femmes, 4 femmes. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de ramener nos femmes et qu'elles participent avec nous dans le débat qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche le matin de m'asseoir à la terrasse d'un café et de prendre un café avec ma femme, le plus normalement du monde? Si on veut le changement, il faut d'abord qu'on commence à changer ce qu'il y a à l'intérieur, à penser différemment et apprendre à penser différemment et à respecter la pensée de l'autre et nous dire que les gens peuvent penser différemment. Donc le jour où on commencera à penser différemment, peut-être qu'on fera un pas vers notre liberté. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une... Moi je vous dirais qu'on n'a rien à apprendre. On l'a fait avec les Berbères, nous étions des hommes libres. Apprenons déjà à retrouver notre liberté de penser. Et à partir de là, on fera des pas vers l'avant. Non, mais il n'a pas tort. Hein. Moi, je suis très déçue par le très peu nombre de femmes. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'on les empêche de sortir ou ce sont elles-mêmes qui ne veulent pas sortir? Parce qu'il y a une autocensure aussi. Hein. Très important. Voilà, et je ne comprends pas, parce qu'on crie partout, le Hirak, il a libéré les femmes, etc. Mais moi, je ne peux pas dire ça, parce que voilà, quoi. Je sais pas. Bien, on n'est pas intéressé par la littérature aussi. Je trouve que c'est dommage. La littérature, on est très fort dans la littérature. Vous avez vu pendant le Hirak, tous les slogans qu'il y a sur les plaques? Non mais, c'est pas la littérature, mais vous avez vu l'expression des Algériens, la pensée algérienne, comment est-ce que les gens arrivent à écrire. On peut réunir tout ce qui est écrit sur leurs panneaux et en faire un livre. Il ne nous manque plus que l'action, de passer juste à l'action. On sait le mal où il est. Le mal, il est dans notre façon de penser, de changer d'abord notre façon de penser. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait répondre. Fatah, non? Non, tu voulais plus rien dire sur les femmes. Sur les femmes, moi j'ai envie de faire une vanne, j'ai envie de dire elles n'ont pas envie de perdre leur temps ici. C'est une vanne, hein? Elles sont plus intelligentes. Ah, elles sont plus intelligentes. Ben oui. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bon. Non, ça pour moi, c'est une vérité absolue. La femme est plus intelligente que l'homme. Moi, j'invite les Mais femmes. ça s'exprime. J'invite les femmes à venir s'ennuyer. Au moins, on leur laisse le droit de venir Ça, s'ennuyer. c'est plus utile. Elles ne se l'accordent pas. Elles ne s'accordent pas le droit de venir s'ennuyer. Moi, on leur accordé de venir s'ennuyer. Voilà. Mais c'est un droit qui leur appartient. Bien sûr. Oui. Je vous remercie pour ce beau récital poétique et ainsi les Rachid. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien vous poser une question de littérature. Dans votre récital, j'ai découvert beaucoup de sentiments et j'aimerais bien connaître la différence entre l'expression poétique sentimentale et le moi dans votre poésie, c'est-à-dire l'exaltation du moi dans votre poésie. Merci. Attendez. Ah, vous est la question Non, c'est pas ça. C'est quel texte? C'est le premier plutôt. Exactement. Oui, je comprends. Le premier texte. Si vous voulez, Exaltation. Il parle d'exaltation du moi. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'exaltation du moi, pas ça. Le premier texte est écrit à la première personne. C'est le narrateur qui utilise le je qu'elle raconte, parce que c'est son histoire.
Et le deuxième texte est écrit à la troisième personne du singulier, tout simplement. Donc il y a deux narrations différentes. Voilà. Il y a une narration directe, c'est le jeu, je raconte, parce que c'est moi qui vis, je raconte. Et on a le droit, en littérature en tous les cas c'est permis. C'est permis d'employer le jeu. Et si on écrit en disant je, ça ne veut pas dire que c'est nous, hein. C'est pas la personne qui écrit. C'est la personne imagine un personnage, puisqu'il s'agit de personnages. Et c'est pas une exaltation, en fait. L'exaltation, c'est... voilà, quoi. C'est pas une exaltation, c'est une personne. D'abord, c'est une femme. C'est une femme qui raconte. Elle raconte son histoire. Dépossédée... Non, pas que dépossédée, expulsée de leur maison, alors de manière indirecte. Ils ne sont pas venus les sortir, mais voilà, ils sont là, ils se sont installés, ils ont pris les points stratégiques, et elle raconte son histoire. Elle raconte son histoire et elle raconte pas que son histoire, hein, parce qu'il y a d'autres histoires que je n'ai pas encore publiées, j'ai écrit quelques histoires pour le livre, si le livre il y a. Finalement, elle raconte l'histoire de son père. Parce qu'à un moment donné, il lui dit, va-t'en avant qu'il, je ne sais plus quoi, et qu'il aspire la mémoire de ton peuple. Et en fait, c'est elle qui raconte, mais elle raconte son histoire à elle, mais à travers elle, c'est l'histoire de son peuple. Il s'agit de tout un peuple. Et la deuxième partie, le deuxième texte, c'est, on raconte, voilà, c'est la troisième personne. Moi, j'aime bien écrire... moi, je préfère le style direct. Moi, j'aime bien le jeu. J'aime beaucoup. Parce qu'on met plus de soi. Alors que le style direct, il a indirect, le elle, le il, c'est le troisième personne. C'est un peu lourd, moi, je trouve. C'est un peu lourd. Mais... Et d'ailleurs, le roman, qui s'appelle La nuit des Abards, chacun raconte, il y a deux personnages principaux et chacun raconte, ça c'est juste un petit extrait, hein, chacun raconte en employant le jeu. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on reprend le hadout. Bon, alors merci d'avoir été là, hein, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute. Et puis à une prochaine peut-être avec